Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde sur le thème de l'agriculture régénératrice et de son mode de financement. Avec nous aujourd'hui, nous avons des invités de marque et je vais commencer par Cécile Cabanis. Cécile, vous êtes directrice générale adjointe de Tico Capital et ex-CFO de Danone, actuellement également vice-présidente du conseil d'administration de Danone. Éric Campos, vous êtes directeur de la RSE des Crédits Agricoles SA et directeur général de la Fondation Gramine. Quentin Sagné, vous êtes président de Genesis et ex-CEO de Devialet. Et Paul Luc qui est avec nous à distance. Vous êtes secrétaire exécutif de l'initiative 4 pour 1000. Paul, vous nous entendez bien? Je vous entends parfaitement. Voyez. On vous voit, on vous entend, c'est parfait. On vous verra physiquement au Salon de l'Agriculture? Tout à fait, vous y serez... Parfait, vous y serez du 28 au 2, je crois. Et vous viendrez sur le stand d'AXA Climate et vous verrez d'autres personnes, j'imagine, qui sont aussi autour de cette table et au niveau de l'audience. Avec plaisir. Parfait. Alors pour vous qui êtes connectés, vous pouvez commenter, poser vos questions dans le chat et on les dépouillera, on en choisira quelques-unes pour la fin de cette session. Et maintenant, je vous propose de démarrer cette table ronde. Allons-y. Alors, l'agriculture régénératrice et plus généralement l'agroécologie, mais on va utiliser ce terme de régénératrice aujourd'hui, consiste à prendre soin des sols par moins de labour, plus de diversité dans ce qui est cultivé, plus de couvert du sol. L'agriculture régénératrice est critique pour notre sécurité alimentaire. Elle permet de prendre soin de notre santé également par une alimentation plus saine, issue de sols plus sains. Elle a également beaucoup de bénéfices en termes environnementaux. Les sols sains séquestrent du carbone, sont un refuge de biodiversité et permettent également de protéger la ressource en eau. Donc l'agriculture régénératrice, ça coche toutes les cases. Et pourtant, Éric, puisque je vais commencer par vous, pourtant, on estime qu'il y a entre 7 et peut-être 12% maximum d'agriculteurs en France qui ont engagé une démarche vers une agriculture régénératrice. Donc ça reste une niche aujourd'hui, avec quelques pionniers qui ont pris cet engagement. Qu'est-ce qui va créer la bascule? D'abord, vous l'avez dit, se lancer dans une nouvelle forme d'agriculture pour un exploitant, un agriculteur, c'est repenser son mode d'exploitation global, c'est se former à nouveau, c'est utiliser des nouvelles pratiques, et c'est donc introduire des aléas dans son exploitation. Et quand on introduit des aléas, on prend un risque. Et la question du risque de transition, du risque de transformation que prend l'agriculteur est une question essentielle en fait. Comment réussir la transition va tourner autour de cette question du risque. Comment on peut accompagner l'agriculteur à prendre ce risque, parce que très souvent, lorsque on observe cette transition, lorsqu'on observe ces agriculteurs, c'est souvent une question de foi. Ils s'engagent dans cette démarche, mais ils sont souvent seuls à s'engager dans cette démarche. Et donc, ils sont souvent seuls à prendre ce risque-là. D'un point de vue économique, ce qu'on observe, c'est que quand une transition est réussie, les rendements que l'on retrouve avec ce mode d'exploitation sont souvent les mêmes que ceux qu'il y avait avant. Mais il y a cette période, 3 à 5 ans de transition, où le risque peut être important pour l'agriculteur. Et Paul, selon vous, qu'est-ce qui permettra une adoption plus large des pratiques régénératrices en agriculture? Je crois que ce qui vient d'être dit est exact et on a besoin de le confirmer. Ceux qui sont les acteurs de cette transition agroécologique, ce seront les agriculteurs. Donc il conviendra de les convaincre d'abord d'aller dans ce sens-là. Or, la plupart des agriculteurs aujourd'hui naviguent un petit peu à vue dans les schémas qui leur sont proposés. Ils ne sont pas tous garantis, on ne leur garantit pas des prix à la fin de leur action de production, et c'est ça qui peut les déstabiliser. Donc la prise de risque, ils pourront l'assumer à condition qu'on leur indique les bonnes informations en termes économiques et en termes pratiques qui vont leur permettre d'aller dans cette transition. Et je voudrais insister sur un point, c'est la viabilité économique des exploitations agricoles aujourd'hui. Or, si on veut que les agriculteurs aillent vers cette transition agroécologique, il faut qu'on leur garantisse un niveau de vie digne, à commencer par des prix corrects, payés pour leur production, qui couvrent leurs coûts de production et qui leur assurent à eux et leurs familles un niveau de vie digne. Pour tout ce qui est le reste, c'est-à-dire tous les services environnementaux qui seront rendus à la société à travers ces changements en faveur de l'agroécologie, eh bien, il faut que la société ou les entreprises
se positionne pour savoir comment on va financer ces services environnementaux, qu'ils soient financés sur l'argent public à travers des aides ou de l'argent privé à travers un mécanisme de compensation dont on pourra reparler. Merci beaucoup. Eric et Paul, vous avez parlé du partage du risque sur la chaîne de valeur. Donc maintenant, je me tourne vers Cécile. Comment est-ce qu'on fait que ce partage de risque avec différents acteurs de la chaîne de valeur se mette en mouvement, soit opérant? Qu'est-ce qu'il y a une recette? Alors déjà, peut-être rappeler qu'effectivement, on a un système qui a atteint ses limites. On a un système qui a atteint ses limites parce qu'on a aujourd'hui la preuve et la connaissance des conséquences qu'on a sur la santé des sols, de la planète et la santé des personnes. On a choisi une douzaine d'espèces végétales, on leur a fait supporter 75% de nos besoins alimentaires. Donc, on est arrivé à de la monoculture, à de l'utilisation extrême de produits chimiques, à de la surconsommation d'eau pour les sols et à de la perte de biodiversité. Donc aujourd'hui, on a 95% des besoins alimentaires qui viennent du sol et on a épuisé à peu près 33% des terres arables. Donc on a un sujet et on le sait. Donc on sait qu'il faut bouger. Du coup, on peut se demander, mais qu'est-ce qui nous bloque finalement? Est-ce que c'est un sujet de compétences? Est-ce que c'est un sujet de capacité financière? Est-ce que c'est un sujet de mesure? C'est probablement un peu de tout ça, mais effectivement, comme il l'a été dit, la transition a un coût. Elle a un coût et aujourd'hui, on peut déjà, à mon avis, le voir dans l'inflation et la résurgence de l'inflation, puisque là-dedans, il doit y avoir une partie des surcoûts qui sont liés à la transition. Et aujourd'hui, on a un ensemble d'acteurs de la chaîne de valeur qui essayent d'agir, mais avec des contraintes et un cadre qui leur est propre, des injonctions contradictoires et qui n'arrivent pas, du coup, à craquer le système. Si on prend l'agriculteur, et vous l'avez dit tout à l'heure, l'agriculteur, il doit changer ses pratiques, mais pour ça, il doit investir et prendre des risques. Et il n'a pas aujourd'hui la main sur comment impacter les prix des différents acteurs de la chaîne de valeur à qui il vend. Les entreprises aujourd'hui, elles prennent leur décision d'allocation de ressources sur leur compte d'exploitation qui est purement des indicateurs financiers. Et aujourd'hui, on ne mesure pas les impacts négatifs ou positifs des externalités. Donc, on a ce sujet qui est, elles sont restreintes en termes d'investissement parce que leurs investisseurs attendent que les marges ne baissent pas. Donc, on a là aussi un sujet de contradiction entre la transition qui est un temps court et qui est un investissement et la valeur qui opérera dans un horizon de temps plus long. Après, on a les investisseurs qui sont contraints par des demandes risque-rendement qui ne sont plus les mêmes, puisqu'encore une fois, il faut opérer probablement sur des horizons de temps plus longs. On a les consommateurs qui aujourd'hui vous disent, et c'est dans toutes les études, que c'est les entreprises qui doivent faire finalement leur travail et qui ne sont pas prêts à payer plus pour leur alimentation. Et on sait que ça posera la question de l'arbitrage des ressources de leur portefeuille et donc une question de pouvoir d'achat une fois qu'il va falloir aller jusqu'au consommateur. Et les politiques publiques qui sont aussi contraintes et qui n'arrivent pas à faire bouger le système. Donc à la fin, la solution, elle peut venir que de l'ensemble des acteurs de façon collective, à la fois pour partager les données, pour avoir les bons modèles de mesure, mais pour être capable sur toute la chaîne, de prendre les bons nouveaux modèles, y compris sur le temps long, y compris sur comment on passe les pilotes à l'échelle. Et pour ça, il faut qu'on ait tous un objectif commun avec une mesure qui permet de débloquer le système. Donc, on sait qu'il faut avancer, on est un peu coincé, mais il faudra qu'on avance tous ensemble. Ça ne pourra pas se faire chacun dans son silo, puisque ça ne marche pas. Ça va laisser quelques pilotes, mais ça ne créera jamais le changement systémique dont on a besoin. Merci beaucoup. Donc, on a parlé de partage du risque, on a parlé d'approche collective et je pense qu'on va commencer à parler aussi du prix de manière plus appuyée que ce que vous avez déjà dit. Allons-y. Paul, au début, vous avez parlé de valorisation dans les filières, vous avez parlé d'un prix digne pour faire vivre un agriculteur et sa famille. La question que je voudrais vous poser, c'est celle donc du prix pour le consommateur final et le prix d'achat des productions agricoles, ce qui est un sujet assez sensible, on parle de pouvoir d'achat, c'est vrai. Dans quelle mesure on peut envisager un modèle dans lequel on valorise mieux une alimentation issue de sols sains? Et pour ça, je voudrais vous poser la question à vous, Paul, pour poursuivre. Merci beaucoup. Effectivement, je crois qu'on a déjà un exemple qui existe sur le marché international et sur le marché français.
notamment le marché du bio. Pour ce qui est du bio, les agriculteurs bio ont réussi à faire passer le message que des modes de production particuliers pouvaient entraîner des prix sensiblement différents et supérieurs qui leur permettaient d'assumer ces modes de production et des rendements moins élevés. Le consommateur a joué le jeu. Maintenant, on observe sur les marchés qu'il y a un resserrement entre le prix du bio et le prix du conventionnel parce que c'est exactement ce qui vient d'être dit. Le consommateur fait pression sur la distribution en lui disant « moi, je ne veux pas mettre plus qu'un certain pourcentage de mon pouvoir d'achat sur l'alimentation, donc je veux pouvoir acheter des produits sains et il faut donc que la distribution aligne quasiment les prix du conventionnel avec le prix du bio, pardon, avec le conventionnel. » Bon, ça ne peut pas marcher à long terme parce que justement les surcoûts de production et les baisses de rendement liées au bio doivent être compensés à un certain moment. Donc, pour essayer de faire en sorte de proposer aux consommateurs des produits qui soient respectueux du sol avec des sols sains, on va être obligé de rentrer un peu dans cette logique de payer légèrement plus un produit parce qu'il sera issu d'une agriculture plus saine. Mais on a une chance, c'est que les modes de production qui sont proposés, certains d'entre eux n'ont pas forcément des baisses de rendement et donc pourraient permettre d'améliorer les sols tout en ayant des rendements et des prix qui soient à peu près alignables sur le conventionnel. Et c'est là-dessus qu'il faudrait faire un effort. Du coup, ça permettrait de résoudre un petit peu ce problème. Mais il faut aussi que le consommateur soit prêt à choisir le bon produit, donc à bien lire les étiquettes. Encore une fois, on est dans une certaine jungle où il y a beaucoup de labels et d'étiquettes différentes. Il faut qu'on y mette peut-être un petit peu d'ordre là-dedans. Et Quentin, quel est votre point de vue, vous, sur le prix des matières premières agricoles ? Ben c'est clair qu'on ne peut pas demander aux agriculteurs de porter seuls la transition et il faut que toute la chaîne, Cécile l'a dit, la prenne en considération. Et le prix fait partie des éléments sur lesquels on peut jouer. Je veux dire, on sait créer de la valeur sur les marchés alimentaires. Enfin, les marques le font, le bio le fait. Aujourd'hui, on a besoin de rajouter des preuves, en fait, de l'impact environnemental. On a besoin de rajouter des preuves sur les bonnes pratiques. Jusqu'à présent, on a beaucoup régulé l'agriculture sur ses pratiques et jamais sur son impact. C'est-à-dire même le bio, on a dit voilà comment on produit bio, mais on n'a jamais dit comment le bio devait impacter l'environnement. Donc l'idée, c'est de rajouter des indicateurs simples qui sont capables de prendre en compte l'impact. Quand on voit qu'une compote, par exemple, bio coûte 50% plus cher, qu'une compote sans sucre coûte 9 ou 10% plus cher, que ces marchés-là sont des marchés qui restent des marchés très, très dynamiques, par exemple sur ce produit-là. Quand on voit la créativité des marques alimentaires, on se dit qu'il y a beaucoup de leviers en fait, pour être capable de passer de la valeur jusqu'au consommateur. Mais le bio, aujourd'hui, sur ces marchés, d'une certaine façon, il a aussi vieilli dans ses discours. Il faut qu'il renouvelle sa façon de s'adresser aux consommateurs. Mais de toute façon, si on dit que le prix est tabou, que la variation, l'augmentation des prix sur certains marchés est tabou, on n'avancera pas. Et puis, n'oublions pas qu'il y a plein de consommateurs. Nous-mêmes, dans nos consommations, on peut choisir le premier prix sur tel ou tel type de produit, prendre des produits très valorisés sur tel autre produit parce qu'on aime ça, parce qu'on a envie de s'acheter, je sais pas, une bière ou du fromage blanc de très grande qualité parce que c'est un produit auquel on est attaché. Donc, utilisons ça et utilisons ça avec toutes les ressources aussi du marketing. C'est hyper clair. Une meilleure santé des sols, ça génère aussi des bénéfices environnementaux. On parle de carbone, de biodiversité, d'eau, de santé humaine, de santé des agriculteurs. Comment est-ce que, justement pour continuer Quentin, comment est-ce que ces bénéfices-là peuvent participer au financement et, in fine, vraiment bénéficier aux agriculteurs eux-mêmes ? C'est l'idée de ce qu'on a eu chez Genesis, c'est-à-dire de considérer que si on veut aligner tous les acteurs autour d'un impact, on prend en compte les uns et les autres, il va falloir créer, parce que nous, ce qu'on a considéré comme une agence de notation des terres cultivées pour fournir à tous les acteurs une mesure de l'impact des pratiques agricoles et de leur permettre de décider, l'agriculteur de décider dans son champ, les coopératives, les acteurs qui influent sur les pratiques aussi de pouvoir décider en fonction de ces impacts, mais aussi les entreprises agroalimentaires qui se fournissent sur ces terres, de prendre en compte l'impact environnemental dans leurs décisions d'approvisionnement
Et enfin, la finance, les gens qui financent, les gens qui assurent les agriculteurs et les acteurs de la chaîne, aussi d'avoir des instruments pour être capable de décider. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, la plupart des acteurs sont en fait aveugles dans leur impact. Et donc, on ne peut pas s'attendre à des décisions favorables à l'environnement à partir du moment où, quand vous êtes un producteur de chips et que vous demandez des nouveaux types de pommes de terre ou des calibres ou des qualités particulières, vous ne savez pas si cette demande, elle va impliquer de la part de l'agriculteur un changement de pratique qui va aller dans le sens d'une amélioration ou au contraire d'une destruction de son environnement. Et il faut prendre en compte le carbone, qui est la ressource durable, la biodiversité, de façon évidente, et la pollution, la ressource parce que les terres agricoles filtrent l'eau que nous consommons. Vous avez évoqué le carbone, il y a un marché volontaire du carbone, c'est le premier marché d'un service environnemental qui passe un petit peu à l'échelle, en tout cas sur l'agricole. Eric, vous avez quelques réserves sur ce marché-là, cette commoditisation du carbone? Alice, permettez-moi aussi peut-être d'introduire quelques idées dans le cadre de cette réflexion. D'abord, il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Et donc, il n'y a pas un problème global et des solutions globales. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui dans les filières agricoles pour questionner les pratiques et essayer de développer des techniques plus respectueuses du vivant. Il y a énormément d'initiatives, on le voit nous sur les territoires. Donc, on parle d'agriculture au pluriel. Ensuite, on parle de territoire au pluriel. Et ce qu'on observe, c'est que c'est toujours assez difficile d'entrevoir une solution globale, de craquer le code, ce que disait fort justement Cécile. Mais on y arrive sur les territoires lorsque les acteurs se mettent autour d'une table et arrivent finalement à poser les bases du dialogue. Je reviendrai là-dessus rapidement. Paul a cité le bio. On peut citer des filières qui ont questionné cette notion de valeur et de répartition de la valeur. J'ai en tête le comté, la filière comté, qui a organisé finalement une production de qualité, qui a organisé un cahier des charges. Et aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la chaîne sont correctement rémunérés. Donc, des solutions existent. Elles existent lorsque on n'a pas peur de la transparence, lorsqu'on arrive à poser clairement les sujets et lorsqu'on est dans une forme de bienveillance et pas d'injonction. Les agriculteurs souffrent d'une sorte d'agribashing en permanence où, au fond, ils seraient responsables de la dégradation des sols, ils seraient responsables alors même que je rappelle que l'agriculture réussit aujourd'hui à nourrir la planète, même si certains continents souffrent évidemment d'un problème agricole. Mais c'est important de dire qu'on est là en face d'un secteur qui se prend en main, qui a besoin d'être accompagné et qui a besoin d'être accompagné avec davantage de transparence. Alors, effectivement, la question du carbone que vous avez évoquée est une question qui fait rêver. On se dit, mais au fond, on peut arriver à financer la transition en valorisant la captation du carbone, l'absorption du carbone. Ce qu'on observe, c'est que ça sera probablement très difficile de le faire uniquement par le carbone dans la ferme France. C'est possible dans les pays émergents. On a une foultitude de très beaux projets dans les pays émergents où la tonne carbone absorbée, compensée, peut permettre de rémunérer l'agriculteur. Mais on est sur des économies où une tonne carbone, avec 7 ou 8 euros, peut être rémunératrice de la transition, ce qui n'est pas le cas de la ferme France. En tout cas, comme ça. Ce qui veut dire qu'on aura probablement à se poser la question du financement de la transition. Le carbone ne suffira pas. Il faudra probablement avoir intégré des questions de biodiversité et probablement aussi un peu de réglementation et de financement public. Et c'est peut-être cet ensemble-là, et donc on voit bien qu'il faut se mettre autour d'une table avec l'ensemble des acteurs, qui permettra de financer correctement les transitions et d'accompagner ces transitions. Mais on parle de l'agriculture, toute l'économie est aujourd'hui en transition. Ce qui est vrai de l'agriculture est aussi vrai de l'ensemble des secteurs d'activité. Oui, absolument. Et Paul, selon vous, qui est le mieux placé pour payer ces services environnementaux ?
Je crois que ce qui vient d'être dit par Eric est fondamental. C'est vrai que cette transition, il faut qu'on la finance d'une façon ou d'une autre. Il faudra trouver effectivement les bons vecteurs. Je voudrais rappeler quelque chose qui commence à être une évidence pour beaucoup, mais qui est quand même peu connu. C'est qu'en fait, parmi tous les secteurs économiques qui animent notre société, le secteur agricole est le seul secteur économique qui soit à la fois une partie du problème, c'est-à-dire émetteur de gaz à effet de serre au niveau du changement climatique, mais aussi une grande partie de la solution, parce que c'est le seul secteur qui peut, à travers son processus de production, permettre de capter du carbone et permettre de le stocker. Donc, on le sait, maintenant, il faut que les bonnes pratiques soient développées. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est donc le financement de la transition. Au-delà de cette période particulière, sur laquelle il convient de mettre un accent tout particulier, parce que c'est ça qui va permettre de produire le changement. Bon, je reviens à cette notion de prix. Il faut que l'agriculteur retrouve un prix correct pour ses productions. Maintenant, il faut distinguer le prix qui est payé pour le produit lui-même et le prix qui est payé pour le service environnemental ou les services environnementaux. On a parlé du carbone, on a parlé de la biodiversité, qui sera rendu par l'agriculteur. Et à partir du moment où on fait le distinguo, cet argent pour paiement des services environnementaux doit venir soit de l'argent public à travers les politiques agricoles. Bon, en France, ça peut être la politique agricole commune qu'on partage avec les pays de l'Union européenne, et elle peut aussi être en partie financée par ce dont vient de parler Eric, c'est-à-dire les mécanismes du marché volontaire du carbone. Mais à eux seuls, ces mécanismes volontaires du marché du carbone ne pourront pas suffire à financer d'une part les services environnementaux et d'autre part la période de transition. Donc il faut effectivement être très imaginatif et arriver à trouver un financement pour la période de transition et puis après en période de croisière, si j'ose dire, asseoir ces paiements de services environnementaux sur l'argent public et sur l'argent privé. Cécile, quand vous avez parlé d'approche collective, vous avez parlé de mesures la plus transparente possible pour tous les acteurs de la chaîne. Est-ce que vous pouvez préciser ce qui est important selon vous sur cette mesure des externalités? Oui, bah déjà, on sait que ce qui ne se mesure pas se gère pas. Donc à partir de là, c'est aussi pour ça qu'on est arrivé au bout de notre système sans aucune remise en cause. Maintenant, on commence à avancer sur les sujets de mesure. Le carbone est probablement ce qui est le plus avancé, mais on voit bien que c'est à marge dispersée, pas du tout stabilisé, y compris sur le carbone, puisque quand vous regardez les entreprises et leurs rapports annuels, par exemple, vous avez des prix à la tonne qui sont complètement différents, il n'y a pas de marché stabilisé, donc pour pouvoir réconcilier tout ça, il va falloir effectivement, au-delà du financier, mesurer les externalités et trouver des méthodes et des homogénéisations de la façon de voir qui puissent marcher pour tout le monde. Donc on en est loin, il y a beaucoup de choses qui avancent, mais là aussi, à nouveau, en ordre dispersé. Donc il y a un moment, il va falloir se réunir pour dire quels sont les impacts importants, comment on sectorise la mesure, parce que tous les secteurs doivent pouvoir se comparer et ne partent pas de la même base. Et l'autre sujet, c'est comment on mesure la trajectoire, parce que si vous prenez la taxonomie européenne notamment, on mesure une photo. Mais il va falloir qu'on mesure la trajectoire, parce qu'il ne va pas s'agir de dire bon, bah, y a les bons et les mauvais. Il y a comment on va progresser, comment on va suivre la progression et comment on va le mesurer. Et avec ce sujet de réconcilier dans les valorisations et dans les ressources le coût court terme avec ce qui va créer de la valeur en termes de mesures d'externalité pour le long terme. Si je prends un exemple, chez Tikeo Capital, on a une activité de dette privée et dans cette activité, on a mis en place des taux d'intérêt qui sont indexés sur des externalités. Donc on fige avec les équipes de direction une trajectoire sur des externalités sur lesquelles elles ont un impact. Si le plan d'action est délivré, ils ont un bonus en termes de taux d'intérêt et au contraire, ils ont un malus si ce n'est pas délivré. Donc il faut commencer à arriver à valoriser le risque via un bêta ou le positif via un alpha sur les externalités négatives et positives. Sinon, on va pas arriver à réconcilier les contraintes du système pour le faire craquer.
Et Quentin, je me tourne vers vous parce que c'est le cœur de métier de Genesis que travaille sur la mesure des sols. Vous en avez déjà un peu parlé. Est-ce que vous pouvez préciser aussi quelles sont vos convictions? Paul a dit tout à l'heure que l'agriculture est une partie du problème et l'agriculture peut être une partie de la solution. C'est-à-dire, effectivement, l'agriculture, en changeant les pratiques, peut devenir une solution à la captation carbone, à l'amélioration de la ressource en eau, au redéveloppement de la biodiversité, etc. Pour être capable de faire ça, il faut qu'on dispose d'instruments qui permettent de mesurer. Or, en agriculture, comme dans d'autres domaines, il y a beaucoup de chapelles, il y a beaucoup d'incertitudes, de débats sans fin, auxquels nous, on veut apporter des outils. C'est-à-dire, on veut apporter aux acteurs des outils pour leur permettre réellement de mesurer leur impact et pour discriminer les pratiques qui sont positives et celles qui ne le sont pas. Eric a évoqué tout à l'heure le fait qu'il y a des agriculteurs, il y a des territoires, etc. Mais c'est absolument un élément fondamental. C'est-à-dire que ce qui peut avoir un impact positif sur une terre de la plaine de Caen peut avoir, donc avec des terres très riches, avec du carbone, de l'humus considérable, peut avoir sur des terres sableuses des Landes ou d'autres des impacts délétères. Et donc, on a besoin de connaissances, c'est-à-dire on a besoin de savoir, parce que jusqu'à présent, on ne s'en est pas occupé, on a besoin de savoir qu'est-ce qui a un impact positif et où et comment, et de voir parmi les meilleurs des meilleurs pour apprendre des uns et des autres, et là où ça a un impact négatif, d'essayer de comprendre pourquoi à tel ou tel endroit on a ce type de résultat. Donc, il faut des pionniers, il faut des acteurs qui aujourd'hui s'engagent là-dedans. Donc, je pense que les pionniers, ça peut être des grands groupes, ça peut être des groupes aussi qui sont dans des métiers dans lesquels on gagne beaucoup d'argent, comme les vins et spiritueux, qui sont des marchés extrêmement dynamiques avec beaucoup de valeur, et pour permettre de tirer l'ensemble de l'agriculture en avant dans ce domaine. Merci Paul. Côté 4 pour 1000, qu'est-ce que vous préconisez sur la mesure des sols, vous? Alors, Quentin vient de l'exprimer assez clairement. Ces choses-là sont très complexes. Il ne s'agit pas simplement de mesurer la teneur en carbone. Il y a d'autres paramètres à mesurer. Et lorsqu'on veut venir justement sur la mesure de la teneur en carbone des sols, il faut se méfier de ce qui peut paraître une évidence. Pour la plupart des gens, il suffit de mesurer chaque année la teneur de carbone. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Le taux d'évolution du carbone dans les sols peut être très lent. Il peut être très rapide en descente, mais il peut être très lent en remontée. Et alors, il ne s'agit donc pas de mesurer chaque année, puisque si on mesure chaque année, on peut se retrouver avec des marges d'erreur des mesures qui soient très proches de ce qu'on veut réellement mesurer en termes d'évolution. Donc, il faut accroître les intervalles de mesure, ce qui veut dire qu'il faut se donner le temps aussi. C'est-à-dire que on travaille dans la durée, remonter le niveau de matière organique d'un sol peut prendre 5, 10 ans. Sur certains, ça peut aller beaucoup plus vite en fonction du sol de départ, du climat, de la biomasse et de beaucoup d'autres éléments. Mais je crois que globalement, par rapport à ces mesures, ce que nous proposons au niveau de l'initiative 4 pour 1000, c'est de mesurer non seulement la teneur en matière organique des sols, mais aussi tout un tas d'autres paramètres indirects que Quentin mesure très bien à travers Genesis, mais aussi donc des paramètres qui peuvent concerner des données socio-économiques qui peuvent avoir un impact à terme sur la quantité de carbone qui va être stockée à travers les pratiques. Donc on le voit, ce n'est pas un sujet simple, c'est un sujet assez complexe. Merci, on va passer à la dernière partie de cette table ronde. Allons-y. Partage du risque, approche collective, valorisation, mesure, voilà les quelques ingrédients que vous avez évoqués avec nous. À la fin de cette table ronde, j'aimerais que chacun d'entre vous puisse s'exprimer rapidement sur un modèle de financement dans lequel il croit, un modèle assez concret. Eric ? Je pense qu'on partage ici ensemble la nécessité et la vertu de la transparence, la vertu de cette approche collective, la vertu de la prise en compte de la biodiversité, de la nécessité de réparer, de partir sur des démarches plus respectueuses ou des techniques plus respectueuses. Et tout ça
Je parle de l'agriculture, du secteur agricole, dans un monde qui est en train de se transformer. Peut-être au risque d'étonner, je pense qu'on a besoin de réglementation et de stratégie. Quand on observe finalement l'équation dans laquelle on se trouve, quelle est-elle? La nécessité de changer très rapidement nos pratiques pour diminuer les émissions de carbone. Au fond, il faut qu'on arrive à décorréler la croissance ou la prospérité avec les émissions de CO2. On n'y est pas arrivé encore. On n'a pas craqué ce code, que ce soit dans le secteur de l'agriculture ou dans d'autres secteurs. En tout cas, de façon opérante, on n'y est pas. Et on a 20 ans, 30 ans maximum pour finalement décider de ce que sera notre avenir. C'est aussi simple que ça et aussi grave que ça. Et je pense qu'on a absolument besoin d'une stratégie nationale, absolument besoin que l'on pose un cadre où collectivement décidons-nous d'aller. Et on a besoin que les pouvoirs publics dessinent un scénario de référence, dessinent une stratégie de référence, parce que pendant cette période de transition, la compétition continue. Le risque, c'est que nous ayons, alors même que nous avons une agriculture performante, une agriculture qui est aujourd'hui une agriculture de référence dans le monde, avec un usage finalement plutôt vertueux de pesticides, plutôt vertueux d'intrants chimiques, alors qu'on s'est modernisé, le risque, c'est que finalement cette transition nous amène à nous déclassifier de la compétition mondiale. Quand on observe d'autres pays, je pense notamment à la Chine. La Chine a des stratégies nationales extrêmement précises, extrêmement cadrées, qui vont probablement faire de ce pays l'un des leaders mondiaux de l'économie verte. C'est aujourd'hui très clairement une stratégie. Vous avez vu quand les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris, la Chine a immédiatement pris le pas sur ce sujet et on ne doit pas, alors même qu'on est tous d'accord pour avoir des techniques plus respectueuses, on ne doit pas perdre de vue cette nécessaire compétitivité agricole. Et donc, moi, le système de financement, c'est celui qui arrivera à faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent vivre de leur travail, que l'ensemble des acteurs prennent conscience que c'est un écosystème qui est vertueux et compétitif et non pas uniquement un ou deux acteurs. Et probablement que cette transition nous ramène à cette évidence, c'est qu'on n'est rien les uns sans les autres. Et pour ça, on a besoin davantage de transparence. Mais on a surtout besoin d'un cadre collectif, un cadre démocratique, et c'est la responsabilité des pouvoirs publics. Et de l'Europe, probablement. Cécile, votre avis? Je voudrais déjà rebondir sur ce que disait Paul, parce qu'effectivement, on sait qu'on ne paye pas le vrai prix de notre alimentation. Donc, il y a un moment, il va falloir qu'on arrive à résoudre ce sujet. Et on voit que c'est possible parce que vous l'avez mentionné sur l'agriculture bio, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de petites marques qui se sont lancées dans les 5-10 dernières années sur des circuits courts, sur du clean label et qui ont été capables de mettre un prix avec un premium par rapport à l'alimentation, je dirais, plus classique. Et d'ailleurs, ces petites marques ont un peu inquiété les grandes marques parce qu'il y a eu une période où elles ont pris beaucoup de parts de marché. Donc, c'est possible, mais aujourd'hui, ça reste finalement des exceptions. Donc, il faudra résoudre ce sujet. Maintenant, on sait qu'on ne peut pas attendre de résoudre ce sujet pour trouver le chemin pour passer à l'échelle et réaliser ce changement systémique. Et donc, pour moi, c'est vraiment une combinaison d'acteurs. Il faudra que les acteurs de la finance créent des nouveaux produits et des nouvelles structures qui permettent de répondre au bon couple risque-rendement et au bon horizon de temps. Il faudra que les off-takers soient capables de signer des contrats long terme avec les agriculteurs pour leur donner de la visibilité sur le bon niveau de revenus. Il faudra aussi que les politiques publiques servent vraiment à engager, qu'on ait un cadre, que des priorités et des mécanismes d'incitation soient clairs. Et une fois qu'on aura tout ça, on sait qu'on pourra bouger parce qu'on aura un objectif commun où chacun en fait, construira une partie de la solution sur la chaîne. On sait qu'il faut investir 1 trilliard d'ici 2050 en Europe pour avoir une agriculture net zéro, donc on n'a plus le temps. Il faut bouger, il faut investir dans la technologie, mais il faut aussi investir sur les changements de pratiques. Et donc moi, je ne vois qu'une solution de combinaison d'acteurs où chacun va participer avec ses compétences et avec ses ressources à la solution et en tout cas au chemin de la transition. Paul, à vous.
Oui, je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites sur la mobilisation nécessaire de l'ensemble des acteurs. L'accompagnement des agriculteurs durant cette phase de transition, elle doit être, on l'a dit, à la fois économique, de façon à ce que l'agriculteur, même si déjà il perd de l'argent, on lui garantisse au moins qu'il gagnera le même niveau de rémunération, voire éventuellement plus en anticipation de ce qu'il pourra obtenir après sa période de transition. Donc un accompagnement économique important, mais aussi, et je voudrais beaucoup insister là-dessus, un accompagnement technique. On a beaucoup parlé de changement de pratique. Il faut quand même savoir que la plupart des pratiques qui aujourd'hui sont sur la table pour passer à l'agriculture de conservation, passer à l'agriculture biologique, passer à l'agriculture régénérative, en agroforesterie, sont des pratiques qui ont été élaborées pour la plupart par des agriculteurs et qui doivent passer de pair à pair pour ce qui est de l'enseignement technique, si j'ose dire. Et les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'elles ont été par le passé, où les recommandations venaient du monde scientifique, avec derrière des doses d'engrais à mettre, des profondeurs de labour, tel produit à appliquer en tas si on avait tel adventice qui apparaissait ou si on voulait lutter contre telle maladie. Donc aujourd'hui, on est dans quelque chose d'un petit peu plus empirique sur lequel il faut que la science aussi se positionne en apportant des éléments de réponse sur les résultats obtenus par les différentes pratiques qui se mettent en œuvre. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je crois qu'il a déjà été dit et je voudrais aussi insister là-dessus, c'est que on doit pouvoir jouer un rôle au niveau des pouvoirs publics pour redonner un cadre, un environnement législatif, réglementaire, en termes de subventions, etc., qui permettent et qui ne changent pas tous les 4 matins, parce que ça aussi, c'est quelque chose dont l'ensemble des acteurs économiques ont besoin, et les agriculteurs en premier. On ne peut pas sans arrêt changer les types d'aides et dire aux agriculteurs qu'il faut que vous vous adaptiez. C'est beaucoup moins facile pour un agriculteur de s'adapter qu'une unité de production industrielle. Et puis, ça a aussi été dit, et j'insiste dessus, le secteur privé a énormément de responsabilités en la matière. Et on a beaucoup parlé des distributeurs, on a beaucoup parlé des transformateurs. Je crois qu'il faut aussi insister, parce qu'on est dans ce contexte-là, parler de l'importance des assurances et des banques dans ce jeu-là pour garantir ces financements, cet accompagnement. Et si on a des systèmes agricoles plus résilients, il faut aussi que les assurances soient conscientes du fait que les risques vont peut-être pas augmenter, mais au moins se stabiliser, voire peut-être diminuer, et donc assurer aussi cette transition pour ce faire. Et Quentin, rapidement. Mais effectivement, l'assurance, c'est un vrai sujet. Quand on met des intrants dans un sol, c'est aussi pour s'assurer une bonne récolte. Et donc, il y a des mécanismes financiers qui peuvent remplacer ces dispositifs-là. Je pense que tous les aspects sont fondamentaux. La problématique du prix, c'est un levier absolument indispensable. Il y a beaucoup de blocages psychologiques, y compris chez les acteurs eux-mêmes, y compris dans les coopératives, par exemple, sur ces questions-là. Et puis le régulateur, on nous demande aujourd'hui de concevoir des dispositifs dans lesquels on va alléger la charge réglementaire en contrepartie pour l'agriculteur d'une obligation de transparence sur son impact avec des dispositifs de mesure. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on passe d'une régulation sur les pratiques à une régulation sur les impacts, et ce qui peut être un vrai levier aussi de simplification de la réglementation dans ce domaine-là, et donc un accélérateur possible. Super, donc pour finir, dernière question promis, on a 25% des agriculteurs en France qui ont 60 ans et plus, ce qui veut dire qu'une nouvelle génération va prendre la relève dans les exploitations. Comment est-ce qu'on en fait un vrai catalyseur de la transition? Et pour ça, je vais commencer par Cécile. Donc on a effectivement aujourd'hui un sujet de transmission et de transition, et je pense qu'effectivement c'est une opportunité. On sait qu'on va devoir transitionner 160 000 fermes en France dans les 3 prochaines années, et on sait qu'il faut recruter et former une nouvelle génération d'agriculteurs. Et pour ça, il va falloir leur donner envie, il va falloir les accompagner, il va falloir les rassurer. Et dans les compétences et la formation, il va falloir les aider sur la partie digitale et justement toutes ces nouvelles pratiques d'agriculture régénératrice ou durable, on va dire, au sens large. Paul. Alors, je pense qu'effectivement, c'est un sujet majeur et toute installation de nouvel agriculteur passe par la formation. On a une chance en France, c'est que la formation initiale en agriculture et même continue et même supérieure avec des écoles d'ingénieurs est entre les mains en grande partie du ministère de l'Agriculture. Donc on ne peut pas dire que ce soit décorrélé
entre l'enseignement et les résultats économiques qu'on attend et environnementaux qu'on attend de notre agriculture. Il faut mettre en évidence aussi le fait qu'on a eu une chance, c'est d'avoir une loi depuis 2014 qui a fait rentrer l'agroécologie dans le système de formation initiale et supérieure de l'agriculture et des ingénieurs agricoles et agronomes en France, et que donc on va commencer à avoir les bénéfices de cette loi et de cette entrée de l'agroécologie dans l'enseignement dans les années qui viennent. Il y a de plus en plus de jeunes agriculteurs qui s'installent avec des pratiques agroécologiques en tête. Donc on est en train de changer aussi le système grâce à ce biais d'installation des jeunes. Quentin ? Oui, et dans le cadre européen, dans le cadre législatif européen, l'Europe demande aux États de l'Union de légiférer sur la mesure d'état de santé des sols au moment des transactions de sol. Donc il va y en avoir beaucoup, 160 000 fermes qui vont changer de main d'une façon ou d'une autre, que ce soit des prises à bail, que ce soit de l'achat ou de la vente de terre. Donc ça, cet élément-là, ça va être déterminant. On rencontre des centaines d'agriculteurs. Je veux dire, aujourd'hui, les agriculteurs qui sont des entrepreneurs sont parfaitement conscients de la situation et la nécessité de changer leur modèle et sont à la fois inquiets et très volontaires pour le faire. Donc, je pense que c'est une vraie opportunité qu'on a à partir du moment où la formation, les outils et les dispositifs financiers suivent ce changement-là, ce changement de génération. Et Eric, pour terminer ? Oui, c'est notre responsabilité à tous les acteurs, de valoriser, revaloriser le métier de l'agriculteur. C'est un formidable métier, c'est un métier où vous travaillez là où vous vivez, où vous avez une vision du très long terme. Je pense que l'agroécologie peut concourir à faire en sorte que ce métier ne soit plus uniquement un métier de production, mais aussi un métier écosystémique, avec ses relations avec le vivant, ses relations avec le très long terme. Je pense que c'est un vrai grand sujet. On doit montrer aussi aux jeunes dans les écoles que partir en lycée agricole, c'est aussi réussir sa vie, et que ce métier de l'agriculture est un très beau métier. Moi, je suis assez optimiste parce que je pense que ce que nous faisons, cette nouvelle transparence sur les sujets, cette façon finalement de reconsidérer l'alimentation, ces parcours, cette traçabilité, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, est probablement de nature à revaloriser ce métier. Merci beaucoup. Alors, il est presque 11h, mais peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions. Je regarde celles qui ont été adressées. Alors, pour Cécile, quels sont aujourd'hui les éléments qui bloquent la fixation du juste prix des matières agricoles ? Dure question. Un peu tout ce qu'on a dit, j'ai envie de dire. Non, mais le sujet qu'on a, c'est qu'on a effectivement des agriculteurs qui n'ont pas la main sur les prix finaux, et on a tout un système de chaîne de valeur qui est morcelé avec ce que je disais sur les contraintes de chacun. Donc, ça revient toujours à revenir sur, et nous on l'avait fait chez Danone, on était rentré avec nos agriculteurs partenaires dans des contrats longs, de durée très longue, avec un mécanisme de prix qui était basé sur ce qu'on appelait du cost performance. Donc c'était basé sur les coûts de production, avec une incentive de réussir à améliorer ça. Mais du coup, ça donnait une visibilité, parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est aussi la visibilité des prix. Vous ne pouvez pas être pris dans des volatilités parce que ça met trop de risques, et les acteurs de la chaîne ne sont plus là pour vous accompagner. Donc c'est tout le chemin qu'on a à faire, et je pense qu'il n'y a pas une formule magique. Il n'y a pas sinon on serait stupide de ne pas l'avoir trouvé, mais c'est vraiment comment on remet tous les acteurs ensemble avec un objectif commun qui va permettre de faire la transition, parce que fixer les bons prix, le bon couple rendement risque, le bon niveau d'assurance, il est nécessaire pour opérer la transition. Oui, d'ailleurs sur ces contrats longs, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces contrats longs sont à des prix inférieurs aux cours mondiaux, ce qui est plutôt une chance, ce qui montre que en fait, la volatilité des cours qu'on a sur les cours mondiaux, en fait, on est capable, avec des contrats longs qui assurent le revenu de l'agriculteur avec une performance environnementale mesurée, permet en fait de finalement pas payer plus cher, quoi.
Donc, mais c'est un engagement, ça suppose que les acteurs s'engagent collectivement. Moi, j'ai une question pour vous, Paul, qui était, peut-être pour terminer, quelle est la position du politique ou du monde public sur la santé des sols? Je pense à l'Europe, aux grandes institutions internationales. Est-ce que ça bouge? Écoutez, j'ai envie de vous dire oui de façon positive, c'est-à-dire que l'initiative existe depuis bientôt 6 ans et on a constaté une montée en puissance du sujet de la santé des sols, de la séquestration du carbone dans les sols depuis 3-4 ans de façon vraiment très active. L'Union européenne bouge à sa vitesse, hein, c'est-à-dire qu'on a un gros paquebot, le temps qui tourne, ça prend un petit peu de temps. Mais à travers le New Green Deal qui a été proposé par la nouvelle Commission, à travers la volonté affichée de sortir une stratégie carbon farming, comme disent nos amis de Bruxelles, pour l'avenir d'ici à la fin de l'année, disons qu'on a espoir que l'ensemble de ces problématiques rentrent correctement et, on l'espère, arrivent jusqu'à la PAC, parce que c'est quand même la politique agricole commune qui est l'instrument privilégié au niveau de l'Union européenne. Maintenant, si on élargit un petit peu le spectre de l'action au niveau de la santé des sols, eh bien, toutes les grandes conventions internationales, qu'il s'agisse de changement climatique, qu'il s'agisse de lutte contre la désertification ou de biodiversité, commencent à prendre l'importance de la santé des sols très au sérieux. Et nous, on a vraiment un rêve au niveau de l'initiative 4 pour 1000, c'est de faire en sorte que cette année 2022, qui est l'année où se tiendra la conférence des parties de chacune de ces 3 grandes conventions, que la santé des sols puisse remonter très haut dans l'agenda, comme on dit, et que ça devienne un sujet majeur, parce que c'est vraiment le centre et le point de départ de tout ce qui pourra favoriser les changements importants de notre société pour que l'humanité continue à vivre sur notre planète. Bon, je pense qu'on va rester sur ces derniers mots. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir pris la parole sur cette table ronde. Je pense que le dialogue va se poursuivre parce qu'il est passionnant. Merci à ceux qui ont assisté à cette table ronde et on vous dit à bientôt. Merci, au revoir.